Bon, on va commencer tranquillement. Si tranquillement que possible. Donc, je vais quand même. La dernière fois, à la fin, c'était un peu rapide, je crois. J'ai eu l'impression, hein. Ouais. Donc, je vais reprendre juste deux éléments de la semaine dernière pour que les choses entrent bien dans les têtes. Et vous revenir sur cette histoire de vieillissement, là d'abord chez la mouche. Je rappelle que chez la drosophile, avec l'âge, dans ce qu'on appelle les mushroom bodies, qui sont en fait l'essentiel du cerveau d'une mouche, on a, avec le temps, entre 0 et 28 jours, une augmentation de l'expression de ces éléments transposables, qui sont donc ces ARN, qui sont ensuite transformés en ADN, qui sont de la famille soit des rétrotransposons, soit des transposons ALTR, qui, je vous le rappelle, dans le génome humain, constituent quand même de l'ordre de la moitié du génome, d'une certaine façon. Et donc, au cours du vieillissement, comme vous pouvez le voir ici, dans une mouche de 2 à 4 jours, vous n'avez pas d'expression de ces rétrotransposons, alors que ici, à 28 jours, il y a une forte expression des rétrotransposons dans ce qu'on appelle les mushroom bodies. Donc ça, quand on regarde le gypsy, donc il y a des protéines d'enveloppe, c'est un peu comme un virus. On voit qu'avec le temps, on a une expression de les protéines d'enveloppe. Et ça s'accompagne de choses pas plaisantes. Et en particulier, autant on peut voir ici que les performances intellectuelles, pour ainsi dire, des mouches ne varient pas entre 2 jours et 20 jours. C'est-à-dire que le vieillissement chez la mouche ne s'accompagne pas d'une perte de l'intelligence de mouche. En revanche, si vous avez une mutation dans une protéine de la famille argonaute, c'est-à-dire qui normalement doit réprimer l'expression des transposons, eh bien vous voyez que vous avez une perte des performances chez le jeune, et alors chez le vieux, c'est une catastrophe. Avec évidemment une mort qui survient plus tôt dans les mutants que chez les sauvages. Donc ces modifications, ces mobilisations du génome au cours du vieillissement sont naturelles, bien entendu, et elles peuvent être augmentées dans des situations qui sont des situations pathologiques, des mutations qui entraînent alors de tout type. Hein. Ici, j'ai pris la mutation argonaute, mais vous allez voir, il y a d'autres types de modifications qui peuvent entraîner la mobilisation de ces éléments transposables. Vous me direz, c'est des mouches. C'est vrai. Mais malheureusement, ce n'est pas vrai que pour les mouches, c'est aussi vrai pour nous. Et ici, j'étais trop rapidement l'autre jour, c'est ce que je voulais reprendre en fait aujourd'hui. C'est cet article qui est sorti dans PLOS ONE l'année dernière et qui montre que c'est vrai aussi chez nous. Donc, il existe, donc on peut partir de la constatation qui est juste, hein, que l'expression d'éléments transposables spécifiques est observée dans plusieurs désordres de type neurodégénératif. Et ces transcrits d'éléments transposables, donc ces produits de transposons, sont très souvent liés à une protéine qui lie l'ARN et qu'on appelle TAR DNA Binding 43, TDP 43. C'est une protéine qui est intéressante, on la retrouve des mutations de cette protéine dans des cas de sclérose latérale amyotrophique, dans des dégénérescences frontotemporales qui sont des démences, et puis dans certains cas de maladie d'Alzheimer. Donc en fait, si vous mutez cette protéine, vous avez des mutations de cette protéine, vous pouvez développer des pathologies d'ordre neurodégénératif sans aucun doute. Et partant de cette hypothèse, on sait aussi que l'inclusion que cette protéine forme des inclusions, des agrégats, et l'accumulation de ces inclusions cytoplasmiques concernant avec TD43, donc cette protéine TDP43, est vraiment une caractéristique des maladies neurodégénératives. Donc je vous ai dit la LS, la FTLD, donc démence frontotemporale, et puis Alzheimer. Donc les auteurs ont repris ces données déjà publiées sur les ARN qui sont immunoprécipités
avec TD43. Qu'est-ce que TD43 trimballe avec lui, qui en fait une protéine tellement importante pour notre longévité cérébrale? Et ils ont trouvé un enrichissement absolument spectaculaire en séquences qui sont dérivées de chaque classe des transposons. Vous voyez ici les lines dont on a souvent parlé, vous voyez ici les signs dont on a aussi souvent parlé, qui sont des petits transposons. Vous avez ici les transposons ALTR, la famille Gypsy tout à l'heure chez la mouche fait partie des transposons ALTR. Vous voyez ici des transposons DNA, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de faire de l'ARN, mais qui sont carrément de l'ADN qui saute d'un morceau à l'autre sans passage par une phase ARN. Moi, je ne vois rien d'ici, vous ne voyez pas, mais alors, j'ai dû avoir des transposons qui ont sauté dans les yeux récemment. C'est pas drôle. Oui, donc ce sont d'autres familles, en fait, ce n'est pas tellement important. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que quand vous descendez chez le rat ou chez la souris cette protéine, ou l'immunoprocessité, vous descendez, alors ça veut dire que chez les mammifères, on a une forte concentration de ces transposons liés à cette protéine TDP43, pardon. Alors, ce qui est assez... Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comparé des sujets sains à des sujets qui ont une démence frontotemporale, une démence cérébrale, et ils ont regardé ce qui se passe au niveau des lines, de l'expression maintenant, de l'expression des lines, des signs, des LTR, des DNA transposons et d'autres types de transposons. Et ce que vous voyez, c'est que quand vous avez ces démences, eh bien, elle est associée à une très forte augmentation de l'expression de ces éléments transposables. Ce qui fait un lien, en tout cas une corrélation, ce n'est pas une démonstration, qui fait au moins une corrélation, si vous voulez, entre l'expression de ces éléments transposables et une démence cérébrale d'origine frontotemporale. Donc ces résultats pouvaient évidemment suggérer que chez ces malades, on a une dérégulation de la régulation de l'expression des éléments transposables. Alors, cette hypothèse a été testée, elle a été testée de deux façons différentes qui donnent le même résultat, qui sont assez intéressants. Une, ça consiste... Excusez-moi. Non, bon, j'ai cru que quelqu'un demandait quelque chose. Vous avez le droit. Vous pouvez lever la main. Vous pouvez hurler aussi, c'est pas grave. Je tiens à dire à propos, donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont soit déplété l'expression de TDP43 dans le striatum, qui est une structure cérébrale de souris, ou bien ils ont fait une surexpression. Et en fait, c'est la même chose. Quand on fait une surexpression de ces molécules, elles s'agrègent, et quand elles s'agrègent, elles ont ce qu'on appelle un caractère négatif dominant sur les protéines endogènes. C'est-à-dire qu'elles entraînent l'agrégation de toutes les protéines, et en fait, ces protéines sont déplétées des sites actifs où elles devraient travailler. Et ce que vous voyez dans ces deux cas, c'est que quand vous faites ça, vous avez une surexpression absolument fabuleuse, de nouveau, de ces éléments transposables. Donc, ça suggère fortement que cette protéine est impliquée dans la régulation de l'expression de ces éléments transposables, mais en même temps que ces éléments transposables sont importants dans les cas de démence, de sclérose latérale amyotrophique, et aussi dans certaines formes de maladie d'Alzheimer. Donc c'est là-dessus que je voulais terminer la semaine dernière, mais on était un petit peu précipité, et donc je préférais vous reprendre ça. C'est une sorte de conclusion que j'aimerais apporter sur cette partie du cours qui s'est terminée la semaine dernière, c'est que c'est un message assez simple, peut-être même simpliste d'une certaine façon, c'est qu'avec le temps, la modification globale de la structure de la chromatine dans le noyau est à l'origine d'une dérégulation de l'expression génétique qui augmente l'expression de plusieurs gènes, dont les transposons, entraîne des cassures dans l'ADN et diminue en même temps l'efficacité de la réparation. Donc c'est vraiment ni ceinture ni bretelle. Je vais dire ceinture et bretelle, c'est ni l'un ni l'autre en l'occurrence. Et c'est pour cette raison que le reste du cours aujourd'hui va être consacré essentiellement au rapport entre l'architecture du noyau et l'instabilité génétique. Donc je vais commencer ce chapitre
de notre promenade dans la longévité par des protéines qu'on appelle les lamines nucléaires. Donc ces lamines sont des protéines qui sont dans le noyau, vous allez voir, et qui appartiennent à la classe des filaments intermédiaires. Les filaments intermédiaires, ce sont des molécules qui appartiennent au cytosquelette, c'est-à-dire que les cellules ne sont pas, c'est pas mou une cellule, c'est quelque chose de structuré, c'est structuré parce que c'est un squelette, et ce squelette s'appelle le cytosquelette. Vous avez trois types de protéines dans le cytosquelette, vous avez la tubuline, qui est assez grosse, vous avez l'actine, qui est fine, et vous avez les filaments intermédiaires, qui sont ni gros ni fins, mais qui sont intermédiaires, c'est pour ça qu'on les appelle filaments intermédiaires. Et donc, les lamines appartiennent à la classe des filaments intermédiaires, mais donc au cytosquelette, mais c'est un cytosquelette qui n'est pas dans le cytoplasme, c'est un squelette qui est un cytosquelette nucléaire. Donc, elle constitue donc un échafaudage sur lequel s'accroche la chromatine et d'autres protéines d'ailleurs, qui jouent un rôle important dans la stabilité du génome. Des mutations dans les lamines, ou des facteurs qui permettent la maturation des lamines, sont à l'origine de syndromes de vieillissement précoce, comme le syndrome de Hutchinson-Gilford, Nersto-Guillermo-Progeria, etc., et je vais revenir dessus. Et plusieurs changements d'expression de lamines A et C, et lamines B1 et B2, ont été observés au cours du vieillissement cellulaire. Là encore, il faut faire attention parce que où est la cause, où est l'effet? Est-ce que c'est le vieillissement cellulaire qui entraîne la dérégulation de l'expression des lamines ou le contraire? Donc il faut faire attention dans ce genre de choses. Et je vais commencer par vous expliquer d'abord ce que sont les lamines. Et pour ça, je m'appuie essentiellement sur une revue qui a été publiée cette année dans Nature Review Molselbiol de Burke et Stewart. Donc l'enveloppe nucléaire qui sépare le noyau du cytoplasme joue un rôle très important parce qu'évidemment, toute la vie de la cellule s'accompagne de mouvements de protéines pas de protéines, d'ARN messager, de petits ARN, enfin, entre le compartiment nucléaire et le compartiment cytoplasmique. Donc ce trafic qu'on appelle le trafic nucléocytoplasmique, donc ce transport entre noyau et cytoplasme, se fait dans les deux directions, bien entendu, via ces complexes qu'on appelle les complexes de pores nucléaires, nuclear pore complex, que vous voyez ici, qui sont des gros complexes multiprotéiques, qui permettent aux éléments de passer d'un côté à l'autre de la membrane nucléaire. Cette enveloppe nucléaire a aussi une fonction essentielle d'ailleurs, d'ancrage du noyau dans la cellule. Le noyau, je ne l'ai pas là, c'est comme tout dans une cellule c'est très structuré, ce n'est pas un sac avec des trucs qui bougent n'importe comment dedans, et le noyau est très structuré et ancré dans la cellule. Vous verrez que l'ancrage du noyau dans la cellule est très important. Et puis, il sert aussi à la question de l'ancrage de la chromatine dans le noyau. C'est-à-dire que c'est une fonction extraordinairement importante à l'interface entre le cytoplasme et le noyau. Et l'ancrage de chromatine dans le noyau, tout particulièrement de l'hétérochromatine, qui est enrichie, je vous le rappelle, en gènes qui sont des gènes silencieux. Et l'hétérochromatine est très fortement enrichie à la périphérie du noyau. Vous voyez ici, l'hétérochromatine, c'est ce qui est très noir ici. Vous voyez qu'elle est essentiellement à la périphérie du noyau. Il y a aussi de l'hétérochromatine dans le noyau, en particulier au niveau du nucléole. Mais ce sont des régions où, normalement, les gènes sont peu exprimés. D'accord voilà. Et cette hétérochromatine, là où les gènes sont peu exprimés, sont réprimés, sont silencieux, eh bien, évidemment, à la périphérie du noyau, en contact avec l'échafaudage de lamines, puisque les lamines sont ici et interagissent avec à la fois la membrane et puis avec la chromatine. Donc l'enveloppe nucléaire, elle se divise entre une membrane interne et une membrane externe. Donc ça, c'est la membrane interne et la membrane externe de votre enveloppe nucléaire, qui est séparée par un espace périnucléaire qui fait de l'ordre de 40 à 50 nanomètres et qui est traversé par le complexe du pore nucléaire, comme je viens de vous le dire. Donc la membrane externe est fortement connectée, je ne l'ai pas montré ici, à ce qu'on appelle le réticulum endoplasmique, et très enrichie en protéines et lipides qui sont caractéristiques du réticulum endoplasmique. La membrane interne est en continuité avec la membrane externe au niveau des pores nucléaires. Vous voyez ici, ça fait un petit truc comme ça. Mais malgré cette continuité, elle a une structure très différente, c'est-à-dire qu'elle a une composition très spécifique
en lipides et en protéines. Alors chez les métazoaires, c'est-à-dire nous, il existe donc cette lame basale, ou cette lame nucléaire, qui est constituée d'un assemblage de protéines, et que j'ai mis là, qui sont en fait, pour l'essentiel, composées de ces lamines, qui se dimérisent de façon en tête bêche, et qui constituent ce squelette intranucléaire. Donc, ce que je disais, c'est que c'est un squelette, donc ça maintient la structure du noyau. Vous allez voir que quand on les perd, on a un noyau vraiment tout à fait étrange qui fait des bulles. Mais ce n'est pas uniquement la fonction des lamines, ce n'est pas uniquement une fonction structurelle, c'est aussi une fonction physiologique et même une fonction de signalisation qui permet une interaction entre le noyau et le cytoplasme, mais aussi entre le noyau et ce qui se passe à l'extérieur de la cellule carrément. Dans cette diapositive, vous remarquez ici que vous avez les récepteurs aux lamines, ici, lamine B récepteur, qui interagit avec une protéine de la chromatine, HP1. Et puis, ici aussi, vous avez toutes ces protéines qui font le lien entre la membrane nucléaire et la chromatine. Donc, c'est un ensemble qui est extraordinairement coordonné dans sa structure et aussi dans sa fonction. Alors, le composant majoritaire, ce n'est pas les seuls composants, mais le composant majoritaire de cette lamina, donc, sont donc les lamines de type A et les lamines de type B, essentiellement. Et comme je disais, ces protéines qui sont des filaments intermédiaires ont des fonctions de différents types, structure, signalisation, essentiellement. Donc voilà ici les lamines, à quoi ça ressemble. Donc vous avez une partie NTR qui est très très courte, vous voyez ici. Ici vous avez ce qu'on appelle le Rod domain, qui est en fait reconnu et conservé quasiment dans toutes les lamines. Ici vous avez une séquence de localisation nucléaire, c'est-à-dire qui permet, une fois que la protéine est synthétisée dans le cytoplasme, de l'envoyer dans le noyau à travers justement le port nucléaire. C'est une liaison, ce qu'on appelle les importines. Et puis ici vous avez en partie C-terminale une région qui a la forme d'une immunoglobuline qu'on appelle immunoglobuline-like beta-fold. Et puis, dans certaines de ces lamines, vous avez ce qu'on appelle une boîte CAX. Donc, je vais revenir là-dessus, c'est extrêmement important. Donc, il y a plusieurs types de lamines. La lamine A et C sont les produits d'un même gène, LMNA, et des produits d'épissage différentiel à partir du prémessager. Dans certaines formes de lamines, vous avez, en particulier la lamine B, ça le garde, vous avez une boîte CAX. Là, vous avez une boîte CAX dans le précurseur. Et ces boîtes CAX, ça veut dire cystéine. Ça, c'est des acides aminés essentiellement aliphatiques, glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, proline, méthionine. Et X, c'est le plus souvent une méthionine. Et les lamines B, B1 et B2, c'est le même gène, lamine B. Ce sont deux gènes différents, lamine B1 et lamine B2. Vous avez aussi, j'allais vous dire, d'autres lamines, mais on reviendra dans un instant en fait. Donc cette boîte CAX est très importante parce qu'elle permet l'accrochage d'une queue lipidique, on appelle ça une farnésylation, et cette queue lipidique permet l'ancrage dans la membrane. Donc en fait, c'est un truc très classique en biologie cellulaire d'avoir ces boîtes qui permettent l'ancrage des protéines dans les membranes. Il y a un oncogène qui s'appelle RAS, comme ça, qui est ancré, puis toutes les petites GTP binding proteins sont ancrées dans les membranes à la suite de modifications, d'addition d'une queue lipidique. Mais ce que vous voyez ici qui est intéressant, c'est que cette queue lipidique reste dans les lamines B1 et B2, mais que dans la lamine A, ici, ce que vous voyez, c'est qu'après, vous avez un clivage dans cette région-là et que vous perdez cette partie C-terminale. C'est pour ça que vous voyez ici que vous avez la prélamine A avec sa boîte CAX, mais que la lamine mature n'a plus la boîte CAX parce qu'en fait, il y a eu un clivage qui s'est produit à ce niveau-là. Et puis, par une enzyme qu'on appelle MPSTE24, je le cite parce qu'il y a des mutations de cette enzyme et ça a des conséquences importantes. Et puis, en revanche, pour les lamines B, vous gardez les modifications. On ne sait pas tellement si elles sont d'ailleurs si importantes que ça, parce qu'il y a des formes mutées où ce n'est pas si grave. Donc,
Malgré leur découverte déjà ancienne, ça fait 35 ans que ces protéines ont été identifiées, la fonction des lamines est toujours objet de débat. Hein. On sait que ça a une fonction importante, mais c'est un objet de débat. Il faut bien qu'on ait des objets de débat. Elles sont dépourvues d'activité enzymatique par elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles ne font pas de trucs. Elles sont très peu solubles. Et donc ça va dans le sens, effectivement, d'une fonction de type structurel qui est juste. Hein. Et à maintient l'intégrité de l'enveloppe nucléaire, comme vous allez le voir. Enfin, mais leur influence est évidemment plus profonde et se fait sentir au niveau de l'organisation de la chromatine et de nombreux aspects du métabolisme nucléaire, dont la transcription et la réplication. Par ailleurs, le lien avec le cytosquelette, et ça c'est quelque chose qui est aussi important, hein, le lien avec le cytosquelette externe, vous voyez qu'à travers ces protéines qui fixent les lamines, ici vous avez la sun protéine, ici vous avez le cache domain, vous fixez au cytosquelette du cytoplasme, et à travers ces fonctions, il y a un rôle de signalisation, hein, j'y reviendrai, et il y a même un rôle sur l'organisation de la matrice extracellulaire via une interaction avec une voie de transduction du signal dont j'ai souvent parlé, mais sur laquelle je reviendrai pour vous la rappeler, qui est la voie Wnt. L'expression des lamines B est ubiquitaire. Il y a des lamines B partout. Dans toutes les cellules, il y a des lamines B, y compris dans le cerveau. Ce n'est pas le cas des lamines A. Hein. Les lamines A ne sont pas absolument indispensables à la bonne structuration du noyau ni à sa physiologie. Encore que ce que je vais vous dire tout à l'heure va probablement démontrer le contraire. Pour ça, c'est pas grave. Sur le plan des pathologies, la première indication d'un lien entre lamine A, en l'occurrence, et maladie humaine vient de l'étude d'une dystrophie musculaire qui est liée à l'X, qu'on appelle la Emery-Dreyfus Muscular Dystrophy, ou IDMD, qui trouve son origine dans la mutation du gène de l'hémérine. Hein. Et le gène de l'hémérine, vous devrez voir l'hémérine quelque part ici, je ne sais pas où je l'ai fichu. Voilà. Donc, qu'une mutation de cette hémérine, là, qui est une protéine de la membrane nucléaire interne, donc qui est ancrée dans la membrane nucléaire interne, et qui interagit directement avec les lamines, et aussi d'ailleurs avec la chromatine. Donc, cette mutation entraîne donc une dystrophie musculaire. Vous avez une autre mutation sur, sur le gène de la lamine A, qu'on appelle la MNA, donc, qui lui non pas lié à l'X, mais qui est sur un chromosome, un autosome, qui conduit à une pathologie extrêmement proche de l'EDMD. Donc, pour l'instant, on a relevé une douzaine de maladies qui sont liées à des mutations sur l'MNA, dont une neuropathie périphérique de type Charcot-Marie type 2 en l'occurrence. Donc, mais principalement, il faut bien le dire, ce sont des pathologies musculaires. Ce qui pose une question, parce que la LMNA et le gène de la lamina est exprimé dans des tissus autres que musculaires. Donc, ou bien la mutation affecte une interaction avec une protéine spécifiquement exprimée dans les muscles, dans le muscle strié ou dans le muscle cardiaque d'ailleurs, ou bien nous sommes ramenés à la question du stress auquel l'activité physique soumet les cellules musculaires. Vous vous rappelez l'affaire de MG53 et de la rupture des membranes au cours de l'activité physique. Donc il peut y avoir un lien entre le fait que certaines cellules sont liées à des stress mécaniques, vous allez voir c'est exact, et l'importance d'avoir certaines lamines, le stress mécanique pouvant avoir des effets forts non seulement sur la membrane cytoplasmique, mais aussi sur la membrane nucléaire, comme vous allez le voir. Donc ça c'est un article qui m'a pas mal plu, je vais vous raconter un petit peu, qui est un article sorti dans Science cette année, hein, en fait au mois de juin, un truc comme ça, et qui va me permettre de vous illustrer un tout petit peu cette question du rôle de ces lamines aussi dans le... Donc voilà l'article en question. Ils sont partis du raisonnement selon lequel un tissu mou, comme le cerveau, qui est un tissu mou, ou comme le gras, qui est aussi un tissu mou, est en général moins soumis à des tensions, à des forces, qu'un tissu dur, comme le muscle, comme les os, hein, qui sont soumis à des forces de compression et de tension qui sont très fortes. Et donc, les auteurs se sont intéressés à la rigidité et à l'élasticité des cellules, c'est-à-dire à leur capacité de répondre à ces forces
y compris au niveau de leur noyau. On a vu pour les membranes dans le premier cours avec Mg53, mais maintenant au niveau des noyaux. Et c'est ça qui les a amenés à s'intéresser aux lamines, non seulement en tant que protéines de structure, ce sont des filaments intermédiaires, mais aussi en tant que régulateurs transcriptionnels. Et ils ont fait une étude de protéomique, c'est-à-dire l'analyse de toutes les protéines dans un tissu, et ils ont pu constater que la lamine A est dominante dans les tissus durs et que les lamines B le sont dans les tissus mous. Alors, vous voyez ça ici. Voilà un tissu mou. Le cerveau, c'est par nature un tissu mou, c'est la consistance du porridge tiède, disait Turing. C'est vrai, j'ai vérifié. Donc voilà. Si vous montez vers des tissus de plus en plus durs, jusqu'à aller au niveau de l'os, du crâne, etc., à ce moment-là, vous voyez que vous avez une très forte expression de lamine A. Vous pouvez voir ici la lamine A et la lamine C qui sont fortement exprimées dans le cœur ou dans le fémur, beaucoup moins dans le gras et quasiment plus dans le cerveau. Alors que vous avez l'effet inverse pour les lamines B1 et B2 qui sont plus exprimées dans les tissus mous que dans les tissus durs. Donc ça a à voir probablement avec la capacité de ces molécules à répondre à des forces. Et alors, pour vérifier ça, ils ont fait une manip que j'ai trouvée assez rigolote, pour rien vous cacher, qui consistait à prendre une tumeur, en fait un gliome, et à l'implanter soit dans le cerveau, où c'est mou, soit dans le corps, où il y a du collagène qui se forme, et donc il y a une certaine rigidité de la matrice collagénique, beaucoup plus que dans le cerveau. Et ce qu'ils ont regardé, c'est est-ce que ce nouvel environnement, mou ou dur, peut avoir une influence sur l'expression des gènes dans votre glioblastome. Et c'est effectivement le cas, c'est-à-dire que quand vous avez planté votre tumeur ici, alors vous avez beaucoup plus de lamine B que de lamine A, alors que si vous le plantez dans le flanc, vous avez plus de lamine A que de lamine B. Donc ça, c'est assez drôle, je trouve. Ce qui montre que ce que vous faites comme lamine n'est pas seulement un truc qui est complètement cell autonome, mais qui est aussi une réponse, d'une certaine façon, à l'environnement. Cette réactivité de la lamine A est bien confirmée, à mon avis, par le fait que des phosphorylations entraînent des changements de conformation des glomènes globulaires. Et on a des mutations, par exemple une mutation qui est au niveau 453, qui doit être carrément lue dans le domaine immunoglobuline, qui sont retrouvées dans les formes de dystrophie musculaire et qui s'accompagnent d'une stabilité plus faible du domaine globulaire. Là, on peut voir ça quand on augmente la température, et que dans le mutant, vous avez une déstabilisation de votre protéine. Et puis vous avez aussi, on voit que la fluorescence du tryptophane est modifiée dans ce mutant. Donc ce sont des protéines qui sont très sensibles à la fois au niveau de phosphorylation, à leur mutation et à l'environnement extracellulaire et probablement aussi à l'environnement cytoplasmique. Donc les effets sont très importants parce qu'ils s'amplifient parce que si l'environnement, si vous voulez, physique modifie le taux d'expression des lamines A et du rapport A-B, la lamine A elle-même, vous allez le voir, ou peut-être pas, je ne sais pas, a un rôle transcriptionnel. Donc cette interaction entre le dehors et le dedans du noyau est donc quelque chose qui ne passe pas uniquement par le fait qu'il y a des trous qui permettent d'échanger, mais par une vraie dynamique transcriptionnelle entre le noyau et le cytoplasme, et à travers le cytoplasme entre le noyau et ce qui se passe à l'extérieur de la cellule. Donc il existe un très grand nombre de laminopathies qui conduisent à des pathologies précises. Il y en a une en particulier qui va vous intéresser parce que c'est un vieillissement prématuré qu'on appelle atypical progeria syndrome et qui est lié à des mutations ponctuelles dans le gène de la lamine A. Donc il y a énormément de mutations ponctuelles. Alors vous voyez tout ça, c'est peut-être pas très clair, mais toutes ces petites barres comme ça, ce sont des mutations ponctuelles
qui ont été trouvés dans le gène de la lamina. Je ne vais pas vous les donner toutes. Ça, c'est toutes les maladies qu'on peut trouver, enfin, les maladies principales qu'on peut trouver dans ces mutations des lamines. Et c'est vrai qu'il y en a assez peu qui sont liés au système nerveux, là. Mais c'est normal parce que je dis que la lamina n'est pas fortement exprimée dans le système nerveux. Il reste que, bon, c'est pas parce que c'est pas le système nerveux, je veux dire, c'est quand même assez intéressant, tous ces vieillissements prématurés, cheveux gris, trop tôt, etc. C'est pas ce qu'il y a de pire. Voilà. Donc, il y a une mutation, en revanche, que je trouve assez intéressante. C'est la mutation la plus classique. C'est celle qui induit ce que je vous ai appelé tout à l'heure le Hutchinson-Gilford progeria syndrome, HGPS, qui est en fait, à la suite d'une mutation, une erreur de splice et une délétion de cette petite partie-là de la protéine. Alors, c'est une maladie rarissime, hein, elle est marquée par un vieillissement prématuré. Je ne vous montre pas les images, parce que ce n'est pas joli. Et une mort précoce, les porteurs meurent avant l'âge de 20 ans, en général avant l'âge de 15 ans en fait. Et dans cette protéine, le domaine CAX est maintenu. Hein. Il est maintenu parce que quand vous avez retiré ce fragment, vous avez retiré la région qui permet le clivage par cette enzyme. Donc en fait, vous n'avez plus de clivage, votre protéine est plus courte, il lui manque 50 acides aminés, mais en fait, vous maintenez cette queue lipidique. Et ça conduit à des défauts de prolifération cellulaire, à une très forte augmentation des lésions dans l'ADN. Donc c'est une forme qui est courte, une forme qui est farnésylée, donc qui a ce lipide en région C-terminale, et cette forme s'appelle la progérine. Je pense que vous avez entendu parler de la progérine. C'est une expression, la progérine conduit à des formations nucléaires un peu dégoûtantes, comme vous voyez ici. Vous voyez ici la lamine B en vert, la lamina en rouge, et quand votre lamina est mutée pour donner ce qu'on appelle la progérine, vous voyez que vous avez une déstructuration de la forme de votre noyau, avec ce noyau qui commence à faire des bulles, ce qui est joli, mais qui n'est pas sain. Voilà. Donc, cette progression cette expression de la progérine interfère avec la progression en mitose, c'est-à-dire que les cellules ont du mal à proliférer. Elle induit aussi une ségrégation anormale des chromosomes au moment de la division, c'est-à-dire que vous n'avez plus vos chromosomes qui se séparent en deux de bon côté, et puis une très forte instabilité du génome, et donc en fin de course, un vieillissement prématuré de vos cellules. Alors cette affaire de progérine est intéressante parce qu'elle nous ramène directement en fait au cours, à nos préoccupations, parce que la progérine ne se trouve pas seulement chez les individus porteurs de mutations, mais chez les individus normaux, c'est-à-dire chez nous, jusqu'à preuve du contraire. Et son expression augmente de façon régulière. Alors, c'était vérifié au niveau des artères coronaires. Entre 1 mois, le vieillissement commence très tôt, et 97 ans, il peut finir très tard aussi. Il y a une augmentation alors là, le calcul est vraiment incroyable, de 3,34% par an. D'accord ? C'est un peu précis pour moi, mais en tout cas, ça s'accumule dans tous les tissus au cours du vieillissement, et c'est probablement un des meilleurs marqueurs de vieillissement, c'est de savoir quel est le pourcentage, le taux de progérine que vous avez dans vos artères coronaires, par exemple. Donc, c'est un magnifique marqueur du vieillissement humain. C'est presque aussi bien que la presbytie, qui, comme vous savez, arrive à 45 ans, plus ou moins 2 ans, quasiment chez tout le monde, même chez ceux qui refusent de porter des lunettes par coquetterie. Donc, ça, voilà. Donc, mais la progérine, c'est encore mieux, parce qu'on peut savoir vraiment à l'année près quel âge vous avez. Ça, c'est formidable. Hein. Donc, pour revenir au phénotype cellulaire et moléculaire, donc, que je viens d'indiquer très brièvement, bon, les mécanismes sont assez mal connus, il faut le reconnaître. Il y a une analyse du transcriptome, c'est-à-dire de tous les ARN qui sont synthétisés dans les cellules quand elles sont mutées ou sauvages. Et la majorité des gènes qui sont dérégulés sont impliqués dans le métabolisme lipidique, dans la croissance cellulaire, dans la réplication de l'ADN et dans la réparation de l'ADN. Donc là, on est en terrain relativement connu. C'est une variété de cibles quand même relativement large, et elle pourrait s'expliquer par la modification des histones qu'on observe chez le mutant.
ainsi que par la réduction spectaculaire de l'hétérochromatine, en fait. Donc, et une modification spectaculaire de l'hétérochromatine, et sa réduction en particulier, ben, ça veut dire qu'il y a une expression illégitime de gènes, à commencer d'ailleurs par des transposons, et ces changements, évidemment, pourraient à leur tour expliquer l'incapacité de répondre à un stress, en particulier au stress causé par les lésions de l'ADN, qui elles-mêmes sont créées par l'expression illégitime de certains de ces gènes. Donc ça, c'est vraiment une possibilité. C'est une possibilité qui est forte et qui est même renforcée par plusieurs observations. La première étant que le défaut de réparation de l'ADN, de ce qu'on appelle le DDR, DNA Damage Repair, corrèle très très fortement avec l'accumulation de progérine, ou de la forme farnésylée de façon permanente. Par exemple, si vous avez une mutation de votre protéine, si vous avez une mutation dans ce gène, et que maintenant, même si votre protéine a la taille normale, mais que ce fragment C-terminal avec sa queue lipidique n'est plus clivé, alors tout de suite, vous allez voir des accumulations de gamma H2AX, et vous avez aussi à ce moment-là un pattern anormal de méthylation des histones H3 et H4, une augmentation de HP1, enfin, tout ce dont on a parlé déjà quand même maintenant, on est quand même au 4e cours, au cours des cours précédents, et sur lesquels je ne reviens pas, mais qui en fait ont à voir avec les cassures dans l'ADN, en particulier des cassures dans l'ADN double brun. Donc on note aussi une augmentation, pour ceux qui étaient là dans les cours premiers, d'ATM, d'ATR, de P53, d'ékinase, de checkpoint, etc. Donc dans les cellules HGPS, donc, qui ont cette maladie du vieillissement liée à l'expression de progérine, le recrutement de 53BP1, qui est une protéine qui lie 53, que s'y avoir avec la personne de RAD50 et de RAD51. Enfin, je vous rappelle tout ça quand même, tout ça sont des protéines qui sont liées à processus de réparation de l'ADN, soit dans le mécanisme de non-homologous head joining, je suis content de ne pas être le seul, soit dans le processus de recombinaison homologue. Toutes ces protéines augmentent fortement dans les cellules qui sont mutées sur la lamina ou qui accumulent pour une raison ou une autre, ne serait-ce que le vieillissement normal, des taux anormaux de progérine. Donc, pour anticiper sur un chapitre futur, vous noterez aussi une augmentation du niveau basal des radicaux libres, les ROS, et une bien plus grande sensibilité à leurs effets délétères. Évidemment, si je ne peux pas réparer, j'ai beaucoup plus de sensibilité aux effets délétères des ROS, ça va. Ces effets, d'ailleurs, peuvent être traités par des molécules qui permettent d'éliminer les ROS, comme l'acétylcystéine. D'ailleurs, l'acétylcystéine est une des façons de limiter les cassures double brun, parce qu'on diminue les ROS, bien entendu. Donc, pour résumer, on pourrait dire que l'augmentation des ROS, la modification des histones et un recrutement déficient des enzymes de réparation de l'ADN sont à l'origine du vieillissement causé par l'accumulation de progérine, sans que le mécanisme soit en fait vraiment compris dans son détail, dans ses détails. Donc, pour ce qui est des cellules en division, la sénescence prématurée peut être liée au raccourcissement accéléré des télomères. Donc, décidément, c'est un concert, c'est ça. J'aurais dû laisser le mien allumé. C'est dommage, j'aurais participé. Un raccourcissement accéléré des télomères et l'induction d'une dysfonction de cette structure, ainsi que des lésions de l'ADN. Alors, les télomères, je ferai un cours spécial sur les télomères. Je pense que la semaine prochaine, j'aurai le temps de vous parler des télomères. Les télomères sont des régions de l'ADN qui se raccourcissent à chaque division cellulaire. C'est comme dans la peau de chagrin. À chaque division cellulaire, vous raccourcissez les télomères sur les chromosomes parce que les télomères sont au bout de l'ADN. Donc, quand vous avez la DNA polymérase qui arrive, elle finit sur le télomère, sur la région terminale, mais elle ne peut pas réparer sous elle, d'une certaine façon. Donc, il y a toujours un bout, au fond, qui n'est pas répliqué. Et ce bout qui n'est pas répliqué, à chaque fois, ça raccourcit. Et donc, plus on divise, plus on raccourcit. Et quand vous avez raccourci un certain nombre de fois, le télomère est tout petit,
Et ça active les cassures double brin et la cellule arrête de proliférer et elle entre en sénescence et elle entre en apoptose. Voilà, c'est la fin de la cellule. Sauf si une enzyme arrive qui permet de rallonger le télomère, on appelle ça une télomérase. Mais je raconterai tout ça soit la semaine prochaine, soit le 18 novembre. Plus probablement la semaine prochaine. Je ne sais pas à quelle vitesse aujourd'hui, je suis un peu ralenti, il ne faut pas m'en vouloir. Bon, c'est peut-être pas plus mal, hein. J'ai l'impression que des fois ça va un peu trop vite. Donc, cette situation donc, de raccourcissement du télomère crée une instabilité et des cassures, et c'est le système de réparation par raboutage, hein, le non-homologous joining, qui est impliqué dans la réparation. Et cette réparation nécessite des lamines, hein, en particulier les lamines A et les lamines C. Alors, les lésions des télomères pendant la sénescence réplicative de fibroblastes normaux induit en plus la production de progérine. Donc, une sorte de synergie, si vous voulez, entre la structure des télomères et la production de progérine. Donc, il y a une forme d'amplification de la sénescence qui n'est pas... Enfin, qu'est-ce qu'elle est, quoi. Donc, je vous l'ai dit, les lamines A et C dérivent de l'épissage alternatif du même gène LMNA. La lamine C, elle, est dépourvue de la séquence CAX de farnésylation. Et ces deux lamines sont exprimées dans le cerveau, mais relativement faiblement, je vous l'ai dit déjà. C'est pour ça que les malades atteints de progéria, accumulation de progérine, n'ont pas beaucoup de maladies neurodégénératives, pas énormément de démence sénile. Ça c'est la bonne nouvelle. Dans le cerveau des souris, la lamine C est abondante dans les neurones et les cellules gliales. La lamine A est, elle, plutôt impliquée, présente, exprimée, si vous voulez, dans les cellules endothéliales, dans les vaisseaux sanguins, dans les macrophages, ce qui n'est pas rien, hein, dans les ménages. Ce qui n'est pas rien parce que toutes ces structures, on en a parlé souvent au cours des années précédentes et on en parlera peut-être encore, sont évidemment très importantes sur le plan physiologique. Hein, on ne peut pas vivre à une certaine distance d'un vaisseau sanguin quand on est un neurone. Il faut que l'oxygène arrive. Ce qui ne veut pas dire que cette absence de lamine A d'une façon générale dans les neurones ne puisse pas être induite dans les neurones. Je vous ai montré tout à l'heure que si on modifiait le milieu extracellulaire, eh bien, on peut modifier l'expression de lamine A dans une cellule. Et donc, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas spontanément exprimée dans le neurone que dans une situation pathologique ou particulière, on ne peut pas avoir d'expression de lamine A dans ces neurones. En effet, la faible expression de lamine A, en fait, n'est pas quelque chose d'absolument naturel, hein. Elle est liée à une répression du messager. C'est-à-dire qu'on peut voir le messager lamine A dans toutes les cellules, mais ce messager est réprimé par un micro-ARN, au niveau de sa traduction, par MIR9 en l'occurrence. J'essaie de m'y retrouver. Voilà. Vous voyez ici vos deux lamines. Donc, la faible expression de lamine A est la conséquence de l'affectation de MIR9 sur le 3' UTR de la prélamina. Vous voyez ici, on a parlé l'autre jour du rôle des micro-RN qui se fixent sur les régions 3' UTR non traduites des messagers et qui détachent les messagers des ribosomes ou empêchent la formation d'un complexe d'initiation de la traduction. Et donc le messager est là, en fait, mais il n'est pas traduit. Et en plus, ce MIR9 peut aussi réprimer la transcription. Donc, on a une baisse du messager, on a une baisse de la protéine. Donc, vous voyez ici que vous avez différents tissus, le foie, le cœur, le cerveau, le rein. Il y a la très très forte expression de lamine A et de lamine C. Vous avez de la lamine C aussi dans le cervelet et dans le cortex. Vous avez un petit peu de lamine A. Alors, est-ce que c'est les tissus nerveux? Est-ce que c'est les neurones? Est-ce que ce sont les vaisseaux? Ça, c'est plus probablement les vaisseaux, j'imagine. Mais dans le cas de progéria, de mutation de votre lamine A pour faire la forme tronquée, la progérine, vous voyez que vous avez une très très forte expression de progérine dans ces tissus et très peu dans le cortex. Ça, c'est la bonne nouvelle, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc, cette formation est très forte. Vous voyez que MIR9, s'il est surexprimé, réprime l'expression et la traduction
de lamina. Vous voyez que là où j'ai mis en vert 2 MER9, je n'ai pas d'expression de lamina, alors que la lamine C s'en fiche complètement. Et ça, c'est lié à cette régulation par le micro-ARN. Donc, ça c'est bien. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas exclure que l'expression de lamina soit possible quand même au niveau cérébral. D'ailleurs, on en voit un petit peu, dans la mesure où l'expression des lamines est régulée par l'environnement. On l'a vu il y a un instant. Alors, les lamines B1 et B2, qui sont deux gènes distincts, ce n'est pas un épisage différentiel, sont elles, exprimées dans toutes les cellules. Donc, à commencer par les cellules du système nerveux. Et toutes les études qu'on peut avoir faites, que j'ai pu lire en tout cas pour préparer ce cours, montrent que la perte de lamine B conduit à une sénescence précoce des cellules. Donc ça, vous le gardez en tête. Je vais commencer par autre chose que la sénescence précoce des cellules. Je vais y retourner, mais je vais commencer par quelque chose qui est peut-être plus important et qui n'est pas sans rapport avec cette affaire, même du point de vue de la longévité, qui est l'organisation de la chromatine, et en particulier de sa périphérie enrichie en hétérochromatine, de nouveau ici, et de la régulation de l'expression génétique. Donc, toutes les études de microscopie électronique qui portent sur la localisation de la lamine B dans des cellules en culture suggèrent un rôle très important de cette molécule dans l'organisation de l'hétérochromatine. D'autres études suggèrent un rôle dans la formation du fuseau mitotique, dans la réplication de l'ADN, dans la transcription génétique, dans la formation des nucléoles et dans la réponse au stress oxydatif. Donc c'est vraiment une protéine qui est extraordinairement importante pour tout ce qui est le vieillissement cellulaire et évidemment le vieillissement cérébral, parce que si vos neurones vieillissent, le cerveau se vieillit avec. Donc je vais y revenir, et en attendant d'y revenir, je vais vous illustrer une fonction biologique cellulaire de la lamine B en passant un peu de temps sur son rôle dans le développement du cortex. On va rajeunir un coup, d'accord ? Donc ça, c'est un travail qui a été fait par Coffinier et quelques collègues, qui a été publié en 2012, je crois. Non, en 2010, en fait, assez vieux. Enfin bon, exagéré. Dans les proceedings de l'Académie des sciences américaines, où ils ont démontré le rôle de la lamine B dans la migration neuronale au cours du développement. Alors là, on va s'en tenir à la lamine B2. Le phénotype B1, quand on retire la B1, il n'y a plus de souris quasiment. Donc là, c'est juste la lamine B2. Et donc, ces auteurs ont inactivé la lamine B2 en introduisant un gène bêta-galactosidase dans le truc. Donc, chaque fois qu'on voit du bleu, comme ça, c'est que la lamine B2 était exprimée dans cette région-là, mais qu'elle ne l'est plus, puisque le bleu a remplacé la lamine B2. D'accord ? Donc, ces souris qui expriment la lamine B2 ont un cerveau à peu près normal, mais plus petit. Il est réduit de 5 à 10%. Mais surtout, il a une organisation très anormale des couches du cortex. Vous voyez ici un animal normal à 16,5 jours de vie embryonnaire, ici à 18,5 jours de vie embryonnaire. Vous voyez ici les couches qui se forment de façon relativement correcte dans votre parenchyme cérébral, dans vos 6 couches de cortex. Vous voyez que dans le mutant, il y a une sorte de désorganisation des neurones. Je rappelle que le cortex des mammifères est formé de 6 couches, sauf pour le cortex olfactif qui, lui, a 3 couches. Et ce que je rappelle surtout, et c'est ça qui est important, alors ces souris meurent juste après la naissance, elles ne restent pas très longtemps en vie, elles ne peuvent pas. Leur phénotype est purement cérébral. Il n'y a pas de phénotype ailleurs que dans le cerveau, c'est vraiment un phénotype purement cérébral. Donc c'est un cerveau à 6 couches que nous avons et qui se développe dans ce qu'on appelle un phénomène de inside-out, c'est-à-dire que les neurones sont générés dans la zone ventriculaire, par ici, là, zone subventriculaire, et ils migrent le long en s'appuyant sur des glées radiales. On en a parlé les années précédentes, donc je ne reviens pas dessus. Mais ceux qui sont générés le plus tard vont le plus loin, c'est-à-dire qu'ils passent par-dessus ceux qui ont été générés avant. Que je migre, celui qui a été généré avant, il s'est arrêté, et moi je passe par-dessus. Donc ce qu'on appelle le mécanisme de inside-out, ce qui était à l'intérieur
va à l'extérieur. Donc, cette protéine, l'amine B, est très très fortement exprimée dans la zone ventriculaire au cours du développement, là où les précurseurs neuronaux se divisent, car les divisions ont lieu essentiellement dans la zone ventriculaire et dans la zone subventriculaire. Je ne vais pas vous repartir tous les papiers de Kriegstein qu'on a étudiés l'année dernière et les années précédentes. Donc, cette désorganisation quand même des couches, ici, suggérait un vrai problème de migration des cellules depuis la zone subventriculaire vers les régions corticales. Donc, les auteurs ont testé cette hypothèse. Et pour tester cette hypothèse, c'est relativement simple. Alors, là, vous voyez, c'est le truc en inside-out, hein, quand même. Donc, vous avez ici vos cellules qui se divisent. Alors là, c'est un... Et quand elles se divisent et qu'elles migrent, donc il faut qu'elles passent par-dessus celles qui ont migré avant. Voilà. Donc, plus je suis généré tard, et plus je vais faire des couches superficielles dans mon cortex. Et ça, c'est des cellules en migration qui vont aller vers le haut. Donc, alors, ce qui se passe, c'est que je peux faire un petit pulse de BRDU. BRDU, c'est un analogue de la thymidine contre lequel j'ai des anticorps. Et donc, quand mon ADN, quand ma cellule se divise, mon ADN, avec une cellule, je fais 2 cellules, donc je refais entièrement l'ADN. À ce moment-là, je vais incorporer du BRDU. Et donc, je vais pouvoir savoir à quel moment ma cellule s'est divisée et surtout, qu'est-ce qui est devenu la cellule qui s'est divisée après, hein, parce que le BRDU se dilue assez rapidement si on ne fait qu'une seule injection en particulier. Donc, en fait, je peux marquer ma cellule, donc j'ai sa date de naissance, elle est née à telle date, où est-ce qu'elle est passée à telle date? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Etc. Donc, quand on fait ça, eh bien, ce qu'on réalise, ce qu'on comprend, pardon, c'est effectivement qu'il y a un vrai problème de migration cellulaire. Donc, normalement, plus le marquage est tard, c'est-à-dire plus ma cellule est née tard, et plus elle doit être dans les couches supérieures du cortex à cause de cette migration en inside-out. Et ce qu'on voit là, c'est que les cellules générées tardivement sont absolument incapables de passer par-dessus les cellules d'avant. Donc, il y a aussi une deuxième chose, c'est une baisse de la prolifération. Et ça, on peut le voir parce qu'on a un anticorps qui s'appelle, un antigène qui s'appelle Ki67 qui marque toutes les cellules en prolifération. Donc, si vous regardez Ki67, vous voyez que vous avez aussi un défaut de prolifération. Donc, vous avez un défaut de prolifération et vous avez aussi un défaut de migration de vos cellules dans ce mutant l'amine B2. Hein. Donc, je trouve ça assez amusant. Et surtout qu'il y a une explication, ce qui n'est pas désagréable. Hein. Et donc, cette explication, elle est liée à quelque chose qui s'appelle la migration nucléaire. Je vous disais, le noyau, ce n'est pas un truc qui est là en train de flottouiller dans une cellule, c'est un truc qui est vraiment ancré dans la cellule et qui peut bouger dans la cellule. Et que, vous voyez ici, par exemple, que quand vous proliférez, ici, vous avez ce qu'on appelle le centre organisateur des microtubules, MTOC, Microtubule Organization Center, okay, qui est là. Donc, mon noyau migre jusque-là, et c'est grâce à ce MTOC qui peut effectuer sa séparation des chromosomes au moment où je suis en phase S et en phase M. Hein. Et ensuite, une fois que j'ai fait mes deux machins, je redescends. Donc en fait, vous voyez que la division de la cellule implique une balade du noyau depuis le côté basal au côté apical, apical, basal, apical, basal. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc si mon noyau n'est plus capable de se promener, par exemple parce qu'il est muté dans une lamine B2, qui est important, comme vous l'avez vu, par rapport à la liaison au cytosquelette. Et pour me promener, il faut que je me lie au cytosquelette de ma cellule. J'ai des moteurs moléculaires, vous voyez ici, les lamines, mais aussi les dinéines, etc. Donc là, je parle. Et ça, c'est pour la migration. Dans la migration, il y a un truc qui est vraiment rigolo, c'est que le MTOC passe dans ce qu'on appelle un leading process, c'est-à-dire une espèce de prolongement qu'envoie la cellule. Et ensuite, le noyau court derrière son MTOC. Il essaye de rattraper avec un moteur moléculaire, il essaye de rattraper le MTOC. Donc en fait, si je n'ai pas une bonne liaison entre le cytosquelette, les moteurs moléculaires, ici la dinéine, ça chez la drosophile, elle s'appelle Clark-Hicks, donc on appelle ça le cache domaine, mais chez nous, ça s'appelle les nesprine 1 et nesprine 2, donc ça existe aussi. Donc si je n'ai pas tout cet échafaudage moléculaire, y compris avec ici la liaison à la lamine, parce que c'est ça qui est important finalement, c'est la liaison entre les filaments intermédiaires
le cytosquelette nucléaire, le nucléosquelette et le cytosquelette cytoplasmique. Si je n'établis pas cette liaison, alors je n'ai plus de division cellulaire propre, et je n'ai plus de migration propre. D'accord ? Et donc, ce que ces gens ont montré, je pense que de ce point de vue, c'est un assez joli article, malgré tout, c'est que la mutation dans la lamine B2 a un effet développemental qui est lié à une mauvaise interaction entre le noyau et le cytoplasme. Hein. Donc, là, je t'ai peut-être un petit peu vite, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc, en conclusion, si vous voulez, prolifération et migration demandent une liaison au cytosquelette qui est perdue ou qui est amoindrie chez les mutants de l'amine B2, c'est-à-dire de ma protéine nucléaire. Donc, pour passer, si vous voulez, du développement à la sénescence, et revenir à la question évidemment importante, comme vous l'avez compris maintenant, je pense, de la réparation de l'ADN. Je sais que beaucoup d'entre vous ne pensaient pas, quand ils allaient assister à un cours sur la longévité cérébrale, qu'on leur parlerait de réparation de l'ADN tout le temps, mais je vais peut-être réussir à m'en débarrasser, mais je ne suis pas sûr. Ça me colle à la peau, parce que chaque fois que je reprends un autre truc, je retombe sur la réparation de l'ADN. Moi-même, je suis tombé dedans sans le faire exprès. Donc, voilà. Bon. Donc, il a été remarqué que des fibroblastes de malades atteints de ataxia telangiectasia, vous savez, c'est quand j'ai la mutation d'ATM, qui est cette protéine qui est impliquée dans la réparation de l'ADN, je développe cette ataxie. Eh bien, chez les fibroblastes de ces malades, dont la sénescence prématurée est couplée à un défaut de réparation de l'ADN, la DDR, eh bien, ces fibroblastes expriment des niveaux très très élevés de l'amine B1. Hein. Donc l'ATM, qui est l'enzyme qui est mutée dans l'ataxia telangiectasia, je vais y arriver. L'ATM, en plus de sa fonction de kinase, qui ajoute un phosphate sur des protéines cibles, rappelez-vous gamma H2AX en particulier, eh bien, ATM a aussi une fonction de censeur des radicaux libres, qui sont eux aussi très élevés dans cette ataxie. Donc, ce qui a été suggéré, c'est que l'augmentation de l'amine B1 qu'on observe dans ces fibroblastes est une conséquence du taux élevé des ROS, et que la sénescence des cellules est elle-même une conséquence de cette augmentation de l'amine B1. Et ce que j'ai essayé de vous présenter ici, c'est-à-dire que les ROS augmentent l'expression de l'amine B1, et que vous pouvez faire entrer votre cellule en sénescence via, en fait, l'expression de l'amine B1, et ça passe par une action des radicaux libres dans votre cellule. Dans un type normal, eh bien, vous avez une inhibition de l'expression de la lamine B1, et donc votre fibroblaste est capable de proliférer un certain temps. Au bout d'un certain nombre de divisions cellulaires, de toute façon, le fibroblaste va mourir parce que ses télomères se raccourcissent à chaque fois, et ça, c'est une autre histoire. De toute façon, ça ne se termine jamais bien. Voilà, c'est la seule chose dont on peut être sûr, c'est que ça va mal se terminer. La seule chose qu'on puisse espérer, c'est de mourir en bonne santé. Et encore, je ne suis même pas sûr qu'il faille vraiment le souhaiter. Donc, bon, je ne vais pas vous déprimer. C'est lundi. Donc, après, il y a toute la semaine à se taper derrière. Si on commence lundi déprimé, c'est pas bon. Donc, où est-ce que j'en étais, moi? Je vais dire des bêtises. Donc c'est ce dernier point, en fait, qui m'amène à regarder 2 ou 3 articles qui tournent autour du stress oxydatif et de la structure de la chromatine. Donc, le premier article dont je voudrais vous parler, c'est une mini-revue d'un type qui s'appelle Sieprat. C'est pas lui, ça j'ai mis ça entre-temps parce que j'ai des choses dont je veux parler, mais qui porte sur les lamines comme médiatrices du stress oxydatif. Donc, les auteurs rappellent que les lamines, par-delà leur fonction structurelle, je me répète, jouent un rôle dans la régulation de l'expression génétique, la transduction du signal, le contrôle du cycle cellulaire et la réparation de l'ADN, la migration cellulaire tout aussi bien, vous venez de voir, et les mutations qui affectent ces protéines, la lamina tout particulièrement, conduisent, je le répète, à une grande variété de maladies
qu'on a toutes rangées sous le terme de laminopathie. Donc on en a vu quelques-unes, là, on en a parlé. C'est une grande diversité de maladies, mais elles partagent tout un point commun, toutes les laminopathies partagent des traits communs, une déformation du noyau, le noyau est bizarre, une désorganisation de l'hétérochromatine et des défauts de la réparation de l'ADN. Donc les ROS, qui sont donc ce qu'on appelle les reactive oxygen species, c'est-à-dire que les oxygènes toxiques, sont des petites molécules à vie courte qui régulent un grand nombre de réponses cellulaires. Donc en fait, ce ne sont pas uniquement des molécules toxiques, elles ont aussi une fonction normale. Alors j'espère avoir le temps de vous en parler cette année, sinon je vous en parlerai l'année prochaine. C'est extrêmement intéressant parce que les ROS ne sont pas uniquement des choses qui vont tuer les cellules, oxyder les guanines, enfin, faire des trucs dont on n'a pas de vue, c'est aussi des choses qui sont très importantes dans la vie normale de la cellule. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Voilà, le problème, c'est la dose, quoi. Donc elle régule la division, elle régule, les ROS régulent la différenciation, régulent l'expression génétique, etc. Elles ont un rôle physiologique. Les ROS ont un rôle physiologique. Mais au-delà de cette fonction normale, qui est en fait une fonction de signalisation, j'y reviendrai, je l'ai dit, un excès de ROS est très toxique et mène en particulier, on l'a vu, à des lésions de l'ADN, rappelez-vous l'oxydation des guanines, à une oxydation irréversible des protéines aussi. Et la source majoritaire des ROS, bien entendu, c'est la mitochondrie et les NADPH oxydases. Donc ici, vous voyez que vous avez une formation de radicaux de ROS, H2O2, je crois, je ne vois pas d'ici, mais je pense que c'est ça qui se passe là. Ici, vous avez aussi la formation de ROS, de forme d'oxygène réactive, quand le NADPH est oxydé en NADP+. Donc, les mitochondries produisent les ROS comme sous-produit de la phosphorylation oxydative, de la synthèse ATP. Donc, chaque fois que vous faites de l'ATP, vous faites des ROS. Et les NADPH oxydases catalysent directement la formation de O2-. Alors, les cellules répondent au stress oxydatif par une modification de l'expression génétique, c'est-à-dire qu'elles réagissent. Et donc, les ROS altèrent l'expression génétique à travers des mécanismes qui sont à la fois génétiques et aussi épigénétiques. Donc, pour l'épigénétique, il s'agit essentiellement de la modification de la méthylation des CpG. Donc, et pour la part génétique, il y a un très grand nombre de facteurs de transcription qui sont sensibles à l'état redox des cellules, dont rétinoblastoma, RB, P53, FOXO, NF-κB, des molécules sur lesquelles je reviendrai probablement dans la suite du cours ou l'année prochaine. L'oxydation de résidus spécifiques se produisant au niveau du cytoplasme entraîne l'import nucléaire, c'est-à-dire que ces protéines, quand elles sont oxydées, changent de compartiment. C'est-à-dire que l'oxydation peut faire qu'elles vont passer du cytoplasme au noyau, et elles vont être réduites dans le noyau. Il y a une thiorédoxine, ou redox factor 1, et à ce moment-là, elles peuvent entamer un processus de régulation de la transcription. Donc, ces radicaux libres sont très intéressants. Ils ont une action physiologique, ils ont une action régulatrice de transcription, et ils sont aussi une action évidemment toxique à partir du moment où leur action devient irréversible. Donc, il existe de grandes indications, de nombreuses indications d'un lien entre les laminas dysfonctionnelles, les laminas, donc je vous rappelle, c'est ce cytosquelette, ce nucléosquelette, et une modification pathologique des mécanismes de redox, d'oxydoréduction. Les voies impliquées là-dedans ne sont pas très bien connues. Et je vous en donne une vision extrêmement simplifiée, de nouveau peut-être même un tout petit peu simpliste. Donc, vous voyez ici que... il faut que je regarde sur mon truc, parce que moi je ne vois pas d'ici. Désolé. Voilà. Donc, vous voyez ici, vous avez vos lamines, et puis vous allez avoir un stress oxydatif. Et là, ce que vous pouvez avoir, c'est une perturbation de la lamina qui est réversible. Donc, ce que vous voyez ici en vert clair, là, pointillé, c'est une oxydation réversible. Mais si votre stress continue, vous allez avoir une oxydation irréversible de votre lamina. Et donc ça peut amener à plusieurs problèmes lourds.
si vous regardez ici un tout petit peu, par exemple, vous avez plein de facteurs de transcription qui sont liés aux lamines, au complexe de lamine, à la lamina. Et si vous modifiez, en particulier de façon irréversible, votre lamina, ce qui se passe, c'est que vos facteurs de transcription sont libérés. Ils vont commencer à aller s'amuser à réguler l'expression de gènes dont on préférerait qu'ils restent silencieux. Donc, vous avez aussi à l'extérieur tout un ensemble de protéines qui sont ce qu'on appelle des Ross diffusing enzymes. Et ce sont des protéines qui sont comme des tampons vis-à-vis des Ross, c'est-à-dire qu'ils antagonisent l'action des radicaux libres. Mais si vous allez trop loin dans cette histoire, ils se décrochent de la lamina, hein, et à ce moment-là, évidemment, vous avez une réaction catastrophique parce que ça devient beaucoup plus sensible aux radicaux libres. Vous n'avez plus ce tampon anti-radicaux libres et vous cassez votre cellule d'une certaine façon. Et alors, il y a une autre chose qui peut aller beaucoup plus loin, c'est que vous pouvez faire carrément des trous dans la membrane nucléaire. Et là, vous avez des choses qui vont rentrer dans le noyau, mais des choses énormes. Vous avez des mitochondries qui vont rentrer dans le noyau, par exemple, ce qui va encore augmenter la quantité de ROS dans votre noyau. Donc, c'est vraiment des modifications pathologiques qui peuvent être extraordinairement violentes, certaines réversibles, bien sûr, et certaines qui ne sont pas réversibles et qui donc nous amènent à la mort de la cellule. Hein. Donc ça, je crois que je vais aller un petit peu plus vite là. Voilà, c'est ce que j'appelle le bouclier antioxydant. Donc voilà, voilà. Donc oui, cette rupture là, elle est vraiment intéressante. Il y a des échanges peu orthodoxes qui se font derrière tout ça. Donc il y a des petites molécules qui rentrent par les grands trous, bien sûr, mais il y a aussi des complexes multiprotéiques qui rentrent par les grands trous, en particulier la polymérisation de PML, et puis les mitochondries. Alors là, c'est vrai que quand on trouve des mitochondries dans le noyau, la fin est proche. Donc j'ai terminé, plutôt je vais continuer cette histoire de lamine en vous décrivant un article qui traite du paysage chromatinien maintenant, et du rôle de la lamine B1 dans les modifications du paysage chromatinien. Donc là, je vous rappelle un tout petit peu où on en est quand même dans notre affaire. On a regardé l'instabilité du génome. Je ne vous ai pas encore parlé de celui-là. Mais vous voyez que, surtout ce que vous voyez que je parle de ça, puis d'un coup je passe à ça. Je passe aussi, vous allez voir, aux communications. Donc toutes ces 9, ce qu'on appelle le hallmarks du vieillissement, sont en fait des choses qui sont extraordinairement liées les unes entre elles. Hein. Donc, j'essaye de faire les uns derrière les autres, mais en fait, j'y arrive pas. Je suis obligé de sauter à chaque fois ou de revenir en arrière, mais c'est-à-dire que le plan que j'avais prévu au début de mon cours, qui était de passer de 1 à 9, en fait, je ne vais pas être capable de le tenir. D'ailleurs, ceux qui ont l'habitude de mes cours savent que je ne tiens jamais mes plans. Donc, parce qu'au fur et à mesure que je lis, je suis entraîné vers des trucs qui m'amusent, quoi. Donc, il faut bien que j'y prenne mon petit plaisir à moi aussi dans toutes ces histoires. Il n'y a pas que vous qui avez le droit de vous amuser. Donc, pour revenir à cette affaire, vous voyez, les auteurs démarrent sur la sénescence cellulaire, vous allez voir, sur un modèle de cellules en prolifération. Ce n'est pas tout à fait la même chose que les cellules postmitotiques, mais il y a des recouvrements qui sont assez importants pour que je m'arrête sur cet article. Un des caractères des cellules sénescentes, au-delà de l'attrition des télomères, sur lequel je reviendrai, de l'activation des oncogènes, etc., c'est l'augmentation des gènes de défense cellulaire et de la réponse inflammatoire, qui encodent des protéines souvent sécrétées et qui font partie de ce qu'on appelle le Senescence Associated Secretory Phenotype, SASP, et donc qui ont à voir avec la communication intercellulaire. C'est pour ça que je vous ai remontré cette diapositive, parce que vous pouvez prendre un petit peu de hauteur. Et là, tout d'un coup, on est obligé de sauter à travers les mutations dans les lamines. Tout d'un coup, on est dans la communication intercellulaire. Donc, le SASP, donc le Senescence Associated Secretory Phenotype, est extrêmement important
parce qu'il active la défense immunitaire et il est nécessaire pour l'élimination des cellules en train de mourir ou mortes, hein, ou jamais ou sénescentes. Il facilite aussi la suppression des tumeurs. Évidemment, s'il s'installe de façon chronique, ce n'est pas bon non plus. Vous n'avez pas envie d'avoir de l'inflammation chronique. Ça, c'est vraiment un des grands facteurs du vieillissement. Mais si vos cellules sont sénescentes ou meurent, vous voulez les manger tout de suite. Vous ne voulez pas les garder. Vous voulez soit provoquer de l'autophagie dans vos cellules, soit activer des macrophages qui vont venir manger les cellules. On ne peut pas avoir des cellules mortes qui se baladent dans un organisme pour de multiples raisons, mais une des raisons très simples, c'est qu'il y a de l'ADN là-dedans et que vous n'allez pas avoir des masses d'ADN qui commencent à les transformer les cellules et faire des choses qui ne sont pas propres. Donc, mais ça, vous voyez, j'y viens à travers, en fait, un truc qu'on pourrait appeler... en fait, n'importe lequel de ces trucs-là va nous amener à des choses comme ça. C'est pour ça qu'il est en dernier, en fait. Donc, les études sur lesquelles je me base, qui sont assez récentes, ont décrit des modifications de la chromatine pendant la sénescence, avec l'apparition de régions anormales de chromatine condensée, hein, des fossiles d'hétérochromatine, là où il n'y a pas d'expression génétique, qui sont liées à la sénescence. Hein. Ou au contraire, des pertes de répression chromatinienne. Donc, il n'est pas du tout surprenant d'un certain point de vue, si vous voulez, que la longévité soit associée à des altérations de modifications post-traductionnelles des histones, qui sont des modifications qui soit facilitent, si j'acétyle mes histones par exemple, soit inhibent, si je les méthyle sur certaines histones et certaines lysines, l'expression génétique. Hein. Alors, en tout cas, la longévité est très fortement associée à des modifications post-traductionnelles des histones, ça c'est clair. Alors, chez la souris, par exemple, il y a une molécule qu'on appelle la sirtuine, hein, SIRT6, qui régule la longévité via la déacétylation d'une lysine en position 9 de l'histone 3. Et si on passe chez C. elegans, vous voyez ce petit verre de 1000 cellules, 300 et quelques neurones, on sait que chez C. elegans, l'augmentation de la répression par perte d'une histone qui est méthylée triméthylée sur la lysine 4, hein, et un gain de fonction d'une histone qui est hyperméthylée sur la lysine 27, augmente la longévité, et ça, elle l'augmente même de façon héréditaire. Hein. Donc, bref, la structure de la chromatine joue un rôle essentiel dans la longévité, et je vous épargne pour aujourd'hui les travaux sur la levure, parce que alors, sinon, on n'en sortira pas. Donc, tous ces travaux mettent en évidence une relation entre la régulation de la chromatine et le vieillissement cellulaire, mais suggèrent aussi, c'est ça qui m'amuse là, une modification plus large qui pourra atteindre quasiment tout le génome. Hein. Donc, l'article de Shah et de ses collègues s'appuie sur ce qu'on appelle la sénescence réplicative, donc associée à un raccourcissement des télomères. Au fur et à mesure que je me réplique, je diminue la taille de mes télomères, c'est la métaphore de la peau de chagrin. Dans des fibroblastes de poumons humains en culture. Et ils ont immunoprécipité la chromatine et identifié des régions qui sont associées soit à une méthylation, triméthylation sur la lysine 4, c'est-à-dire activation de la transcription via trithorax, ça c'est une chose, soit en immunoprécipitant l'histone 3 triméthylée sur la lysine 27, inhibition de la transcription, polycombe. Et à la suite d'analyses dans les détails desquels je ne peux pas entrer, ils ont défini des régions qui sont enrichies, qu'ils ont appelées mesa, ou des régions qui sont appauvries, qu'ils ont appelées canyons, en l'une ou l'autre de ces histones méthylées, soit une méthylation qui active la transcription, soit une méthylation qui inhibe la transcription, en prenant évidemment l'histone H3 au total comme référence. Et ça, c'était assez rigolo parce que ça leur a amené à définir trois domaines de changement majeurs au cours de la sénescence. Hein. Donc vous avez ce qu'ils ont appelé les K4, lysine 4, M3 MESA, c'est-à-dire c'est lié à l'activation de la transcription, et puis les K27 méthyl-3 MESA et des K27 méthyl-3 canyons. Donc les deux MESA sont souvent associés et les canyons occupent des régions différentes du génome. Donc là, je vais vous montrer un tout petit peu, c'est pas vraiment fondamental, mais vous voyez ici par exemple que quand je passe de la prolifération à la sénescence, c'est-à-dire que je prolifère un certain nombre de fois et puis j'entre en sénescence.
parce que mes télomères sont devenus tellement courts que j'active les processus de sénescence et de mort cellulaire. Donc là, je ne suis pas encore mort, mais je ne suis pas loin. C'est un fibroblaste, c'est sénescent. Et vous voyez qu'ici, j'ai une modification très forte dans cette région-là de H4 de méthyle-3 sur la lysine 4, c'est-à-dire une activation de la transcription. Donc vous avez ici une zone où, au cours de la sénescence, j'ai une forte activation de la transcription parce que j'ai une augmentation de cette région-là. Et là, en revanche, vous pouvez voir ici que pour une histone qui est une histone répressive, il ne se passe rien dans cette région-là du génome, très peu. Pas une grande différence, si vous voulez, entre ce qui prolifère, même si j'en ai un petit peu plus, on pourrait dire, dans la région sénescente. Ici, en revanche, vous voyez que j'ai une très forte inhibition dans la sénescence dans cette région-là. Donc, c'est-à-dire que j'ai une grande différence entre ce qui est en jaune et ce qui est en bleu. J'ai une forte expression des trucs bleus ici. Donc, ça veut dire que j'ai des régions de la chromatine qui sont activées et d'autres qui sont réprimées, et que ça, c'est lié à mon statut de prolifération, par exemple, donc quand je suis encore en pleine santé, en tant que fibroblaste, et ou bien quand je suis entré en sénescence. Et là, ce qui se montre ici, que c'est un canyon qui est lié à K27-méthyle-3 qu'on voit ici. Donc, on peut évidemment après aller chercher quels sont les gènes qui sont impliqués. Alors là, en plus, ça sont des lines associées de domaine, donc c'est lié à l'expression des rétrotransposons. Donc, on peut aller chercher tous sont les gènes qui sont exprimés là-dedans. Et par exemple, là, il y a des métalloprotéases. Vous pouvez voir MMP27, donc c'est un endroit où il y a plein de métalloprotéases. Et vous pouvez voir que tous ces promoteurs de métalloprotéases sont dans des régions qui sont fortement régulées par la sénescence. C'est-à-dire que j'ai une forte répression, parce que c'est H3K27, une forte répression dans mes cellules en prolifération, mais j'ai une forte dérépression dans mes cellules dès qu'elles deviennent sénescentes, et donc une activation, si vous voulez, des enzymes qui sont des enzymes protéolytiques à la surface de mes cellules. Donc on peut s'amuser comme ça. Excusez-moi, LAD, je me suis entièrement trompé, LAD c'était des régions qui sont enrichies en lamine, justement. Donc voilà. Donc d'une façon générale, je pense qu'on peut dire qu'on observe une corrélation entre les mésas qui sont riches en K27-méthyle-3, c'est-à-dire répression, et l'expression de l'amine B1. Vous avez ça ici. Vous voyez la co-régulation. Et puis, en lamine B1, et à l'inverse, que les canyons de K27-méthyle-3 dans les régions, et là dans les régions qui sont déplétées en lamine. Voilà. Donc j'avais fait une petite erreur. Donc là, c'est déplété en lamine. Et là, c'est au contraire une surexpression de la lamine. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que si on identifie la position des enhancers et des promoteurs de ces gènes, on arrive à voir comment, au cours du vieillissement, certains gènes peuvent être exprimés ou que certains gènes peuvent être réprimés. Et donc, c'est des études qui sont très, très larges. Quasiment tout le génome peut être étudié de cette façon. Et donc, on peut voir tout ce qui se passe au cours de la sénescence pour un cluster, et je vous ai montré le cluster des métalloprotéases tout à l'heure. Voilà. Donc on voit qu'il y a une baisse quasiment globale des niveaux de méthyle-3 dans le cluster des métalloprotéases, quasiment global. Donc là, je passe sur un certain nombre de discussions qui portent sur les cellules cancéreuses et sur les cellules de patients qui sont atteints de progéria. Mutation dans la lamina, comme on s'en souvient, pour terminer ce cours avec la lamine B1. Donc, la diapositive ici vous illustre d'abord que l'expression de lamine B1 est effectivement fortement réprimée au cours de la sénescence, au point d'être quasiment indétectable. Et ici la lamine B1, vous avez ici des fibroblastes en prolifération, et ici au cours de la sénescence, vous perdez quasiment toute l'expression de lamine B1.
alors que les lamines A et C ne changent pas. Je n'ai pas mis sur la diapositive. Donc les auteurs ont aussi observé une baisse de niveau d'expression d'autres protéines qui interagissent avec les lamines et participent à l'organisation de la chromatine. Que je ne vais pas donner les noms de ces protéines. Vous voyez que vous avez dans la sénescence des baisses de l'expression de ces protéines qui sont en fait des protéines qui interagissent avec les lamines. Donc j'ai une forte baisse de la lamine B, en l'occurrence, et de protéines qui sont associées à la lamine B1. Bon, SA1, c'est un composant de la coésine qui est impliqué dans la séparation des chromatides sœurs de la division. CTCF, c'est une protéine à doigt de zinc qui joue un rôle dans l'organisation globale de la chromatine. Et LAB2, c'est une lamine associée de déacétylase. Donc la suite logique était de voir ce qui se passe en utilisant ce qu'on appelle des ARN interférents ou des shRNA quand on bloque l'expression de certaines de ces protéines. Et surtout, on fait la perte de lamine B1. Donc vous voyez ici, je ne vais pas aller dans tous les trucs, mais vous voyez que quand on perd la lamine B1, ici je diminue l'expression de lamine B1, ici je diminue l'expression de lamine B1, eh bien, à ce moment-là, j'ai mes cellules qui vont entrer en sénescence. Donc, vous pouvez voir ça ici, par exemple. Vous voyez, dans tous ces cas-là, j'ai mes cellules qui prolifèrent. Là, c'est un vecteur libre ou scramble. Donc, j'ai un petit effet de mon introduction de mon gène dans ma cellule. Enfin, en gros, ce n'est pas très différent du sauvage. Voilà, c'est deux lignées normales. Ici, je ne sais pas très bien ce que c'est, je ne vois pas d'ici, mais ce n'est pas très grave. On voit bien que c'est le vecteur vide. Donc lui aussi, il prolifère. Mais vous voyez que tout cela, où j'ai supprimé l'expression soit de l'amine B1, en l'occurrence l'amine B1, mais aussi je peux d'autres protéines sur lesquelles je ne vais pas rentrer là-dedans, vous voyez que j'ai tout de suite une entrée en sénescence extrêmement rapide. C'est-à-dire au bout de 5-6 jours, au lieu de 60 jours, 80 jours, j'ai mes cellules qui rentrent en apoptose. Ça, c'est en sénescence, puis en apoptose, c'est-à-dire en mort cellulaire. En fait, la perte de l'amine B1 a exactement le même effet que celle de ZH2, qui est une méthylase pour l'histone 3, en particulier sur le K27, ce qui fait encore une fois un lien, si vous voulez, entre la sénescence et la dérépression de la transcription. Ce qui m'amène à vous amener sur ces panneaux-là, mais regardez-les avec... si vous ne les comprenez pas, ce n'est pas très grave, mais ça, c'est sur les 3 chromosomes. Enfin, il y a 3 chromosomes qu'on a regardés là. Et sur ces 3 chromosomes, ce qu'on peut voir, c'est que la perte de l'amine B1 augmente les mésas qu'on appelle H3K27-méthyl3 et diminue les canyons. Donc il y a là une très très forte augmentation de la transcription. C'est ça que ça veut dire. Donc en fait, quand vous supprimez la lamine B, eh bien, vous avez sur ces 3 chromosomes une très très forte expression de la transcription. Et évidemment, ce sont des transcriptions, je le rappelle, qui sont des transcriptions illégitimes. C'est ça qui est important. Donc ce qu'il faut conclure de cette étude, c'est que la sénescence cellulaire s'accompagne d'une profonde réorganisation de l'épigénome nucléaire, humain en l'occurrence, et que cette réorganisation est étroitement associée à des altérations des domaines associés aux lamines. Les dernières expériences sur les pertes de fonction de l'amine B1, qui sont normales au cours de la sénescence ou qui peuvent être induites par les shRNA spécifiques, me démontrent, à mon avis, assez clairement, là, vous avez dans cette diapositive-là. Les conséquences fonctionnelles de ces changements de l'épigénome sont mal connues, ça c'est vrai, mais on peut certainement dire que la sénescence s'accompagne d'une forme d'ouverture de domaines chromatiniens et de la transcription illégitime de gènes qui sont normalement réprimés. Vraiment, ce concept de relâchement de la chromatine au cours du vieillissement est quelque chose, à mon avis, extrêmement important. Pour terminer avec ces histoires de lamine, on va terminer avec ça, j'aimerais vous décrire une série d'expériences qui ouvrent sur un autre aspect de leur fonction en rapport avec la signalisation cellulaire. Et c'est le travail de Hernandez et collaborateurs qui a été publié dans Cell en 2010. C'est un article, alors là on repart, excusez-moi, sur la lamina et sur la progéria, mais j'y reviendrai pas trop.
Ils utilisent une souris qui est mutée, qui est porteuse d'une délétion qu'on appelle delta 9, c'est-à-dire l'exon 9 a été délété dans le gène de la lamina. Ça conduit à une protéine qui a les mêmes propriétés que la protéine mutée chez les humains. Pour ça que c'est intéressant. Donc ces souris delta 9, elles semblent normales à la naissance, mais elles montrent un retard de croissance dès la première semaine postnatale. Et si on compare la prolifération et l'entrée en sénescence de fibroblastes embryonnaires ou prélevés chez des souris de 2 à 3 semaines après leur naissance, il semble clair que ce sont ceux qui ont été prélevés 2-3 semaines après la naissance qui montrent une sénescence et une mort accélérée en comparaison avec les sauvages. Hein. Vous voyez ici, voilà les wild type. Hein. Vous voyez ici que quand vous regardez la prolifération de vos fibroblastes prélevés chez les animaux après 2 ou 3 semaines, eh bien, ils ne prolifèrent plus. C'est-à-dire qu'ils sont entrés en sénescence, ils ont atteint quasiment la limite, soi-disant, de leur télomère. Hein. Donc, et puis ils meurent. Voilà. Donc, l'explication la plus simple, c'est celle de l'instabilité génomique. Et les auteurs ont recherché des signes de ce phénotype, en particulier les cassures d'ADN au niveau des télomères, mais ils n'en ont trouvé que très très peu. En fait, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Et les analyses d'expression génétique, on peut faire le transcriptome maintenant, c'est assez facile sur toutes ces lignées, pas des lignées, en tout cas sur des cultures primaires, ont suggéré que les gènes dont l'expression, alors là c'est des mutations dans la lamine quand même, c'est ça qui est intéressant. Hein. Donc les gènes dont l'expression est les plus modifiée dans les tissus adultes codent pour des protéines de la matrice extracellulaire. Donc, je reviens un petit peu sur ce que je vous rappelais au départ du cours, je ne sais pas si vous avez suivi jusque-là, qu'en fait il y a un lien entre ce qui se passe dans le noyau et ce qui se passe à l'extérieur de la cellule. Hein. Donc si je mute les lamines, je modifie ce qui se passe dans ma matrice extracellulaire. Et c'est vrai que quand on regarde la plupart des gènes qui sont dérégulés et en particulier inhibés dans leur expression, ce sont des gènes de matrice extracellulaire. Donc la plupart des gènes de la matrice extracellulaire, en fait, dont l'expression est diminuée, sont des composants du squelette cartilagineux et osseux, avec des conséquences assez catastrophiques, hein, vous pouvez les voir ici, sur le volume de l'os, hein, et aussi sur la fragilité de l'os. C'est-à-dire que, regardez ici le volume, le pourcentage du volume de l'os sur le volume total. Vous voyez ici chez un animal normal, pour le tibia, vous voyez, vous avez vraiment des choses pas très rigolotes, et vous voyez très bien que vous avez des modifications de l'intégrité de votre squelette. Ici, c'est le squelette évidemment du crâne, comme vous pouvez le voir, mais c'est aussi vrai pour le squelette fémur, tibia, etc. Vous avez aussi des maladies, des modifications assez fortes, l'apoptose des vaisseaux sanguins. C'est pour ça d'ailleurs que ces animaux, les patients hein, aussi, qui sont atteints de ces mutations, de progéria en particulier, meurent d'un problème cardiovasculaire, crise cardiaque, ischémie, parce qu'il y a un amincissement très fort de la couche musculaire lisse des artères pulmonaires chez les mutants, chez les malades. Donc, vous pouvez voir ici, en marron, ici, toutes les cellules qui sont entrées en apoptose. Donc, la question, c'est de se dire, est-ce que l'arrêt de la division cellulaire que j'observe chez mes mutants est lié à une modification de la matrice extracellulaire, évidemment. Et donc, ce que les auteurs ont fait, c'est de prendre ces cellules qui, normalement, vous voyez, ne prolifèrent pas. Hein, ça, c'est un normal, ça, c'est un mutant. Vous voyez qu'à un moment, ça s'arrête de proliférer, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cellules, et de les faire pousser sur de la matrice extracellulaire de fibroblastes sauvages. Je prends des fibroblastes sauvages, je fais pousser, je retire les cellules, j'ai la matrice extracellulaire qui est en dessous, je mets mes cellules mutées par-dessus, et qu'est-ce qui se passe? Je récupère très bien. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ces cellules ne poussent pas parce qu'elles sont incapables de sécréter le milieu extracellulaire dont elles ont besoin pour pousser. Donc ça, c'est pas drôle. Hein. Donc je vous passe toutes les étapes intermédiaires du raisonnement, mais j'aimerais terminer donc, sur la démonstration, pas sur la démonstration, je vais juste montrer le résultat, c'est que la mutation de la lamine A, en l'occurrence ici, interfère avec l'assimilation par Wnt. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez les histoires de... Il y a certains d'entre vous qui ont assisté au 7e cours pour eux, donc ils savent, mais
Wnt, c'est une molécule. Normalement, vous avez ici la bêta-caténine, qui, quand je n'ai pas le signal Wnt, qui est une protéine qui est ici, qui se fixe sur son récepteur Frisold et LRP5-6, quand elle ne fait pas ça, j'ai la bêta-caténine, qui est une protéine du cytoplasme, qui est fixée dans un complexe qui en fait entraîne son ubiquitination et sa dégradation par le protéasome. Et si j'active mon récepteur, à ce moment-là, je recrute l'axine qui est là au niveau du récepteur, et en particulier cette kinase qui phosphoryle la bêta-caténine. Cette bêta-caténine phosphorylée va être dégradée. Et donc, je bloque la phosphorylation de la bêta-caténine parce que je recrute Disheveled, axine et GSK3 au niveau du récepteur. À ce moment-là, la bêta-caténine devient intacte, elle n'est plus dégradée. Elle va dans le noyau, elle interagit avec TCF ou LEF1, c'est les deux noms pour le gène, pour la protéine, excusez-moi, et ça entraîne la transcription des gènes qui sont régulés par Wnt, d'accord? Le Wnt responsive pathway. Donc, ce qui a été vu, c'est que, si je reviens maintenant sur la mutation de l'alamine, en l'occurrence lamina, les auteurs ont conclu à une interférence entre la mutation de cette lamine et cette voie. Hein. Et parmi les expériences qui sont toutes convaincantes, ça vous amuse, vous pouvez aller voir le papier, qui est vraiment un très très joli papier. Parmi les expériences qui sont très la plus intéressante, c'est la baisse de l'F1 dans le noyau de ces mutants. Hein. Donc voilà. En fait, quand vous avez le mutant, vous voyez que vous n'avez plus de l'F1, c'est-à-dire que cette protéine-là, hein, TCF c'est l'F1, c'est la même chose, et bien cette protéine-là n'est plus présente dans le noyau. Et donc vous n'avez plus activé la voie Wnt. Et ça, ce n'est pas lié à une mutation dans la voie Wnt, c'est lié à une mutation dans une lamine nucléaire. Donc ça, c'est vraiment... je pense que c'est intéressant parce que même si vous ne comprenez pas tous les détails de la chose, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il y a une sorte de, je veux dire, de coordination de toute la physiologie cellulaire à partir d'une protéine, finalement, qui est une protéine de structure du noyau. Hein, et ça, si on s'intéresse aux questions de vieillissement, mais aussi simplement de physiologie, je pense que c'est vraiment important. D'ailleurs, ils ont dans le noyau des mutants et des fibroblastes de patients qui sont atteints de progéria, on peut restituer une prolifération normale de ces fibroblastes, y compris de malades, en ajoutant simplement un inhibiteur de GSK3, c'est-à-dire de cette kinase GSK3 qui entraîne la phosphorylation de bêta-caténine et qui donc entraîne la dégradation de la bêta-caténine. Donc si vous bloquez la dégradation de la bêta-caténine de façon pharmacologique, vous pouvez réparer vos cellules qui sont mutées sur la lamina et qui font de la progérine. Donc je vous rappelle quand même que c'est une protéine qui se génère au cours du vieillissement, y compris chez les gens normaux, c'est-à-dire vous et moi. Donc je vais en conclure, parce que j'étais un petit peu plus long que d'habitude, mais la conclusion générale du cours d'aujourd'hui, c'est que le vieillissement cellulaire est pour une part importante lié à des changements de la structure de la chromatine, avec l'expression illégitime de gènes, probablement très nombreux, qui participent au vieillissement. Parmi ces gènes, je pense moi beaucoup évidemment aux éléments transposables, qui sont à mettre au premier plan, et de nombreuses cassures ultérieures de l'ADN résultent de ces dérégulations. Ce que la fin du cours vous suggère, évidemment, c'est que le processus engage plus que le noyau, hein, et touche l'ensemble de la cellule, et même les cellules avoisinantes, bien entendu, via la modification des voies de signalisation, et donc les modifications de l'homéostasie intercellulaire dans le système. Donc, même un vieillissement sur quelques cellules peut avoir des actions qui vont bien au-delà de ces quelques cellules qui ont subi une mutation sporadique, par exemple, au cours de la vie, qui est le vieillissement même. Voilà. Donc j'ai terminé pour aujourd'hui, avec 5 minutes de retard, je peux m'excuser. La semaine prochaine, nous aurons un cours sur les télomères. Et après, on s'arrêtera à 15 jours, parce que le 11 novembre, le Collège de France est fermé.
Mais le dernier cours aura lieu le 18 et je ne sais pas encore très bien. Il me reste beaucoup de choses à raconter. Donc peut-être que je m'arrêterai à la moitié du cours et qu'on fera l'autre moitié l'année prochaine, pour ceux d'entre vous qui auront survécu, ou moi aussi si j'ai survécu jusque-là. Évidemment, si je meurs avant, vous serez libérés.